Bonjour et bienvenue à ce 11e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icon Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, et le Cercle marocain des directions juridiques. Je suis Angélique Azy, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc. Alors que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé au Maroc jusqu'au 20 mai et que les audiences ont été suspendues, les premières pistes de sortie de crise commencent à émerger. Un projet de loi relatif à la médiation et à l'arbitrage a d'ailleurs été présenté par le ministre de la Justice à la Chambre des représentants le 22 avril dernier, dans le cadre des orientations royales qui évoquent la nécessité de développer les modalités judiciaires alternatives, comme la médiation, l'arbitrage et la conciliation. Ces modalités judiciaires alternatives permettent notamment de désengorger les tribunaux, ce qui s'avère très précieux, particulièrement pendant la période d'urgence sanitaire où l'activité judiciaire fonctionne au ralenti. C'est ce sujet crucial du rôle de l'arbitrage en période de crise sanitaire et d'interruption du processus judiciaire que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui avec Maître Nesrine Roudan, qui nous fait l'honneur d'intervenir pour la deuxième fois dans le cadre de ces webinaires. Maître Roudan est avocate au barreau de Casablanca, membre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Casablanca, présidente de la commission juridique et fiscale de la CFCIM et associée gérante au sein du cabinet Roudan et Partners Law Firm. Un entretien avec Maître Roudan a été publié dans le dernier numéro de l'année 2019 de la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, disponible sur la plateforme Lexis Maroc. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Je passe donc maintenant la parole à Nesrine Roudan. Merci beaucoup, Angélique, pour cette présentation et c'est moi qui vous remercie pour votre confiance et pour l'immense honneur que vous m'accordez pour animer un deuxième webinaire, un thème qui me tient à cœur. Effectivement, là, un petit peu, on s'est habitué au confinement et on s'est un petit peu habitué à ce nouveau mode de... Mais au moins, on va être extrêmement heureux de nos comme vous l'avez en tout cas, que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 20 mai. Je tiens quand même d'entrée de jeu à rappeler que ce que nous vivons, c'est pas quelque chose qui est singulier au Maroc, c'est une situation internationale qui s'est déclenchée il y a quelques mois, sachant que l'Organisation mondiale de la santé avait décrété officiellement le 11 mars le Covid-19 comme une pandémie. Dans la foulée, le Maroc, comme tous les autres États, a pris un certain nombre de mesures afin de freiner, de limiter la propagation du virus. C'est dans ce contexte-là, par application des stipulations constitutionnelles, que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré et qu'un décret-loi a été publié le 24 mars 2020. Dans cette même dynamique, et quelques jours avant la publication de ce décret-loi, est intervenue une circulaire du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a déclaré la suspension de toutes les audiences dans toutes les juridictions du royaume jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension avait pour objectif de freiner la propagation de ce virus. Comme vous le savez, les juridictions sont ouvertes aux magistrats, aux avocats, au public, aux auxiliaires de justice. Donc, les conséquences pouvaient être néfastes sur la population compte tenu des risques de propagation extrêmement rapides dans ce contexte-là. Cette circulaire a été confirmée par une deuxième du président de la Cour de cassation, dans laquelle il rappelait qu'il était indispensable de respecter les stipulations du décret-loi concernant l'état d'urgence sanitaire. Néanmoins, vu le blocage que connaît la machine judiciaire en ce moment et le ralentissement de toute l'activité judiciaire, puisque les audiences, au fond,
commerciales et civiles sont suspendues. Et le président de la Cour de cassation est à nouveau intervenu le 14 avril 2020 par une autre instruction dans laquelle il incitait l'ensemble des magistrats du royaume à se préparer à la sortie de la crise en préparant un petit peu les dossiers, en prenant en considération toutes les garanties nécessaires afin de réduire au maximum les délais qui pouvaient être engendrés par cette situation de confinement et d'état d'urgence sanitaire. Dans ce contexte-là, même si aujourd'hui on va essentiellement parler de la suspension des juridictions commerciales et de l'impact ou du rôle que pourrait jouer l'arbitrage en la matière, je voudrais néanmoins souligner au passage que le 27 avril 2020 a connu le lancement officiel et provisoire des procès à distance au niveau des juridictions marocaines et qu'au jour d'aujourd'hui, des audiences par visioconférence sont tenues en matière pénale. Les statistiques qui ont été communiquées par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire font état de 60 audiences par jour et qu'au bout d'une semaine, plus de 3000 dossiers ont été examinés et que ça a concerné plus que 4000 prévenus. Cette mesure provisoire a été édictée par l'état d'urgence sanitaire et que dans la foulée, un projet de loi a été préparé par le ministère de la Justice concernant l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures judiciaires. Ce projet-là a été envoyé aux différents barreaux du Maroc en vue de donner les commentaires par rapport à ce point, sachant que cette introduction des moyens électroniques concernerait non seulement la matière civile et commerciale, mais aussi la matière pénale. Ceci pour ce qui concerne la suspension des audiences et l'état de paralysie quasi totale que vit le système judiciaire marocain. Je tiens quand même à préciser que le chantier de la digitalisation de la justice marocaine est un chantier qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été ouvert il y a quelques années. Et que quand même, il faut souligner la plateforme mise en place par le ministère de la Justice, une plateforme virtuelle qui existe et qui permet pour certaines juridictions de procéder au dépôt électronique des mémoires introductifs d'instance, des conclusions, des pièces jointes et aussi de procéder au paiement des taxes judiciaires. Toutefois, s'il est possible de procéder au dépôt, il faut préciser que toutes les audiences, à l'exception du pénal, sont aujourd'hui reportées en l'état et que ce report-là constitue une paralysie et un handicap par rapport à la fluidité de la gestion des dossiers judiciaires et que suite à la levée de l'état d'urgence sanitaire, il y aura certainement un engorgement des juridictions marocaines, non seulement du fait des dossiers accumulés du fait du confinement, mais aussi de tous les cas d'espèce qui ont vu le jour du fait de cette pandémie. Dans ce contexte-là, de paralysie et de crise du système judiciaire marocain, on se pose la question pertinente, judicieuse, du rôle que peut jouer l'arbitrage dans ce genre de situation pour contribuer à un déblocage. Si d'entrée de jeu, on ne peut pas préciser avec certitude quel impact aura le Covid-19 sur le développement de l'arbitrage, qu'il soit national ou international, mais il est aisé d'envisager que les difficultés économiques auxquelles devront faire face les entreprises vont nécessairement déboucher sur des déséquilibres contractuels, des inexécutions contractuelles, des renégociations de contrats, des problèmes d'interprétation. Et compte tenu de cette suspension des procédures judiciaires, surtout en matière commerciale, il est possible que les tribunaux seraient inondés par une masse et un flux de dossiers peut-être qu'ils ne parviendront pas à gérer. Dans ce contexte-là,
Plusieurs centres d'arbitrage, plusieurs professionnels en la matière n'ont cessé de rappeler les avantages de l'arbitrage en la matière et le rôle que pourrait jouer l'arbitrage pour désengorger ces tribunaux-là, surtout que le Maroc est signataire de la Convention de New York concernant la reconnaissance et l'exéquatur des sentences arbitrales. Même si les avantages de l'arbitrage ne sont plus aujourd'hui à démontrer, je tiens quand même à rappeler que l'arbitrage représente des avantages certains, notamment ceux liés à la confidentialité. On sait que la procédure arbitrale, elle représente un caractère confidentiel. Elle aussi, un des arguments souvent rappelés, c'est la célérité, la rapidité de la procédure. Quoique aujourd'hui, avant le déclenchement du Covid-19, on pouvait constater que les délais en matière judiciaire se sont beaucoup améliorés. Parmi d'autres avantages de la procédure arbitrale, il y a toute la question de conflit de compétences entre tribunaux, ce qu'on appelle communément le forum shopping, qui est éliminé. En choisissant la juridiction, le lieu de l'arbitrage, la loi applicable, la langue applicable, on met un terme à ce genre de discussion, que ce choix-là ait été manifesté en amont dans le cadre d'une clause compromissoire ou en aval dans le cadre d'un compromis d'arbitrage. Autre avantage et atout de l'arbitrage est la notion de spécialisation des arbitres. Souvent, l'arbitrage, notamment l'arbitrage international, concerne des dossiers d'une grande technicité où il est nécessaire d'avoir recours à des arbitres experts, à des arbitres chevronnés qui maîtrisent les subtilités d'un domaine particulier. Parmi les autres avantages de la procédure arbitrale, il y a la notion qui concerne la flexibilité et la souplesse de la procédure. La plupart des règlements d'arbitrage de par le monde, c'est des règlements dont la procédure est assez simple. Quand il s'agit d'un arbitrage ad hoc, les parties sont maîtres de la détermination de leur procédure, donc il y a une certaine liberté, une certaine souplesse qui aussi est accrue du fait qu'une sentence d'arbitrage, la procédure d'arbitrage, généralement, c'est pas un processus qui prend beaucoup de temps, mais aussi c'est un processus qui n'est pas susceptible d'appel. Donc, une sentence arbitrale qui est rendue, c'est une sentence qui est définitive. Bien sûr aussi, je ne parle pas des recours qui peuvent être lancés en fonction de la législation locale quand il est question de l'exéquatur d'une sentence arbitrale, mais une sentence arbitrale en tant que telle, elle est définitive et non susceptible d'appel. C'est aussi une justice qui est privée et qui est prisée parce que c'est une justice qui est reconnue par les États. Et c'est aussi ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, juge d'aucun État, d'aucune partie. En gros, il y a une neutralité qui est garantie par ce côté professionnel de ces arbitres-là. Aussi, il faut savoir que le recours à l'arbitrage peut être une intervention stratégique pour une entreprise, non seulement en matière de gestion de coûts, mais aussi en matière de gestion de la relation humaine au sein de l'entreprise ou d'un secteur particulier, mais aussi pour préserver la réputation vu le côté de la confidentialité. Après avoir rappelé tous ces avantages de l'arbitrage, il faut préciser et rappeler que l'arbitrage, c'est une justice privée et cette justice privée permet à l'arbitre de trancher un litige et que dans ce contexte-là, il exerce une fonction juridictionnelle au même titre que le juge étatique et qu'il dispose de ce qu'on appelle en latin la juridictio. Mais contrairement au juge étatique, l'arbitre ne dispose pas de l'impérium. L'impérium qui permet au juge étatique de forcer l'exécution d'une décision judiciaire et aussi d'ordonner des mesures conservatoires. D'ailleurs, on va le remarquer dans les procédures d'arbitrage marocaines, dans les procédures d'arbitrage, quand il est question d'ordonner des mesures conservatoires, on a recours au juge étatique pour l'octroi de ces mesures-là.
Il faut savoir qu'au Maroc, on est intimement convaincu de l'importance de l'arbitrage et cette importance-là ressort d'une volonté royale affirmée d'encourager le développement des modes alternatifs de règlement. Cette volonté royale-là, elle ressort des différents discours et messages de Sa Majesté, notamment le discours de Sa Majesté du 20 août 2009, dans lequel il précisait qu'il convenait de développer le mode alternatif de règlement des différends, notion qui a été rappelée dans son message adressé à la Conférence internationale de l'indépendance judiciaire, où il a appelé à l'institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des différends, notion qui, encore une fois, a été rappelée au cours de la dernière conférence internationale sur la justice, auquel j'ai eu le plaisir d'intervenir et de partager un panel avec Benjamin ici présent. Et dans ce message-là, Sa Majesté le Roi rappelait la nécessité non seulement de développer les modes alternatifs de règlement des différends et de leur institutionnalisation, mais aussi il a annoncé qu'un projet de loi d'un projet de code sur l'arbitrage et la médiation conventionnelle était en cours d'approbation. Donc tout cela pour démontrer un petit peu la conviction du Maroc par rapport à l'importance des modes alternatifs de règlement des différends, sachant que le Maroc a été le premier pays arabe à signer la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Dans ce contexte-là, on va évoquer sommairement le système légal marocain et notamment la loi 0805 du 30 novembre 2007 par laquelle les dispositions du code de procédure civile marocain, notamment les articles 306 à 327, ont été modifiés en intégrant un régime législatif spécifique concernant non seulement l'arbitrage, mais aussi la médiation conventionnelle. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui avec cette nouvelle loi qui a eu pour mérite à l'époque de moderniser le paysage législatif marocain et de le mettre au diapason de la législation mondiale en la matière à l'époque, c'est que cette loi, d'entrée de jeu, elle a distingué entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international, en prévoyant les spécificités de chacune de ces procédures, la forme de la sentence arbitrale, la détermination du droit applicable. Donc, elle a établi le distinguo arbitrage interne et arbitrage international, mais aussi elle a fait la différence entre l'arbitrage institutionnel, des fameux forums d'arbitrage, dans lesquels chacune des parties où l'affaire elle est administrée par une institution d'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de cette institution. Donc, cette loi a distingué entre l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc, rappelant que l'arbitrage ad hoc est un arbitrage qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, puisque les parties administrent elles-mêmes la procédure. Et au passage, je tiens à préciser que l'arbitrage ad hoc est généralement moins onéreux que l'arbitrage institutionnel, tout simplement pour une raison toute simple, c'est que généralement, il y a une absence des frais de secrétariat et des règles strictes en matière d'arbitrage. Cette loi-là, qui était bien à l'époque, en 2007, aujourd'hui, un petit peu, il était temps de la revoir. Et c'est dans ce contexte-là que le Conseil du gouvernement du 5 mars 2020, donc juste avant le confinement, a adopté le projet de loi 95-17. Ce projet de loi, il a pour vocation d'instituer un code réservé spécifiquement dédié à la médiation conventionnelle et à l'arbitrage. Ce projet de loi fait aujourd'hui l'objet de 107 articles. Il vient faire l'objet d'une exposition par le ministre de la Justice à la commission législative au niveau du Parlement. Ce projet de loi 97-15-17, rappelons-le, a
été énoncé par Sa Majesté le Roi lors de la dernière conférence internationale sur la justice. Et ce texte-là, il a pour vocation d'actualiser l'arsenal législatif marocain en vue d'accompagner les nouveautés du commerce international et aussi pour être une garantie pour encourager les investissements. Dans ce projet de loi, d'ores et déjà, la digitalisation y est introduite en précisant que les parties peuvent conclure le convention d'arbitrage ou de médiation par voie électronique. Et ce texte-là, il est intervenu dans une mouvance où, dans le paysage judiciaire marocain, on constate une volonté de modernisation, de digitalisation par la création de différentes plateformes et de registres. Cette démarche, c'est une démarche collaborative, collective, auquel participent toutes les parties prenantes dans l'administration de la justice. Et je tiens à souligner au passage que l'Ordre des avocats de Casablanca a lancé le projet de digitalisation en la matière en développement un RPVA, un réseau virtuel privé des avocats, et que c'est un projet qui est en cours et qui aujourd'hui s'avère encore plus important, ce qui permettrait un petit peu un lien entre le réseau privé virtuel de la justice et des avocats et du coup éviter et surmonter beaucoup plus facilement ces difficultés liées au confinement et à la suspension des procédures judiciaires. Néanmoins, je voudrais quand même formuler une recommandation. Ce texte-là, ce projet de loi, dans la mesure où il est toujours dans le stade du projet et de discussion, je recommanderais une relecture de ce projet à l'aune des enseignements que l'on a tirés de cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on pourrait introduire d'ores et déjà pour améliorer cette version, pour qu'elle soit la plus appropriée possible? Maître Roudan, je me permets d'intervenir. Quels seraient, selon vous, ces enseignements aujourd'hui à répercuter dans le projet de loi concrètement? Merci pour cette question et ça va un petit peu me donner une transition par rapport à la prochaine partie. Notamment l'enseignement essentiel, c'est la nécessité d'abord d'investir dans l'infrastructure technique, une digitalisation poussée, de qualité, avec des garanties des opérateurs fiables qui seraient en mesure de fournir une prestation de service qui permettrait la tenue des audiences virtuelles. Point qu'on va évoqué au niveau de l'arbitrage commercial international et on va voir comment cet arbitrage commercial international a été aujourd'hui plus enclin à relever les défis inhérents à la pandémie et au confinement. Donc, dans ce contexte-là, en matière d'arbitrage international, on a constaté sur la scène internationale qu'il y avait une volonté commune de la communauté internationale à adapter les méthodes de travail de façon à justement maintenir cette continuité des procédures arbitrales. Parce que la suspension des audiences et du système judiciaire, c'est pas quelque chose qui est propre au système marocain, c'est quelque chose qui s'est vérifié dans beaucoup d'autres systèmes judiciaires de par le monde. Et au moment de la déclaration du confinement, il y avait des procédures arbitrales qui étaient en cours et que du coup, il y avait cette décision de suspension. Mais d'entrée de jeu, la réponse, elle était rapide de la part des institutions arbitrales internationales qui ont eu pour objectif de remédier à ce genre de conflit et de complications. Complications qui peuvent s'avérer extrêmement importantes parce que par essence, on parle d'arbitrage international, on parle de services de transcription, d'interprétation. Ceux qui sont rodés aux procédures d'arbitrage international savent que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à organiser, d'extrêmement coûteux et onéreux et que c'est toute une logistique à mettre en place et aussi de la part des intervenants qui souvent viennent
systèmes d'État différents et qu'il est nécessaire d'avoir recours à ces auditions de témoins et d'experts. Parce qu'en matière d'arbitrage commercial international, contrairement à ce qui se passe généralement dans le cadre des procédures judiciaires commerciales qui sont par essence des procédures écrites, dans l'arbitrage commercial international, l'audition des témoins, des experts occupe une place extrêmement importante, extrêmement un rôle clé qui permet un petit peu aux arbitres de former leurs convictions et de prendre une décision donnée en vue de rendre leurs audiences. Dans ce domaine-là, en matière d'arbitrage international, les technologies de communication électronique ont permis un passage plus ou moins fluide vers des audiences virtuelles. Et ces audiences virtuelles, il faut préciser que c'est des plateformes spécifiquement dédiées à ce genre d'audience qui permettent une interactivité avec une multitude de participants, qui aussi garantissent tout le système, le service de traduction simultanée, de transcription en temps réel, qui donne aussi la possibilité, dans plusieurs cas, aux arbitres de contrôler les caméras de façon à zoomer, à tourner, à voir si l'expert ou l'arbitre en question l'expert ou le témoin en question est seul, est-ce qu'il est en présence de personnes qui sont habilitées à l'être ou pas. Donc, toute cette logistique-là permet le déroulement fluide de ces audiences arbitrales qui se sont passées de façon virtuelle, sachant que ces plateformes-là offrent même des services de conversation en aparté. On parlera un peu plus tard de la médiation, la possibilité de tenir des caucus, des cross-caucus, etc. Donc, toutes ces notions-là, pour ceux qui sont rodés à l'arbitrage, ils comprendront à quoi je fais référence. Toutefois, même si je tiens quand même à apporter une précision, c'est vrai qu'en matière d'arbitrage international, la révolution technologique a permis de s'adapter de façon plus ou moins fluide, mais il faut préalablement à la tenue de ces audiences virtuelles, faire quand même une vérification empirique et préalable de façon à vérifier est-ce que la législation interne où les stipulations contractuelles permettent le recours à ce genre de mécanismes, notamment le règlement d'arbitrage, les règles de procédure en interne, parce qu'il faut se rappeler toujours et garder présent à l'esprit, le but, c'est pas d'obtenir une belle sentence arbitrale, le but, in fine, c'est d'avoir une sentence arbitrale qu'on pourra exécuter. Excusez-moi, Madame Bourdin, je vais prendre une question justement. Donc, vous parliez des audiences virtuelles. Qu'en est-il de la garantie du secret et de la protection des informations échangées inhérentes à la procédure arbitrale qui peuvent se voir ébranlées par ces audiences virtuelles? Justement, vous m'entendez? Oui, allez-y, on a eu un petit souci là. Normalement, c'est bon. Justement, ces audiences virtuelles, elles ont été conduites typiquement dédiées à ce genre d'audience. C'est du sur des systèmes de confidentialité extrêmement important en matière de valeur d'aujourd'hui, les plateformes qui se développaient, certes, elles peuvent être sujettes à amélioration, mais elles offrent les garanties techniques nécessaires pour maintenir la confidentialité, pour permettre un échange et une interactivité entre les différentes parties et permettre aux arbitres de conduire ces procédures d'arbitrage de la façon la plus fluide possible. Mais bien sûr, on est dans un domaine technologique qui est toujours sujet à amélioration. D'ailleurs, l'amélioration en question, vous vous posez des questions qui me permettent toujours de passer au prochain point. Vous le faites très, très bien. D'ailleurs, ces améliorations-là, c'est quelque chose qui ressort
du Joint Statement on Arbitration and Coronavirus qui a été rendu public le 16 avril 2020 par la plupart des forums d'arbitrage des institutions arbitrage de par le monde, notamment la CCI, le CIRDI, la LCA, le CRICA, le DIAC, la place de Hong Kong, qui sont intervenus pour justement rappeler la volonté de ces institutions-là à s'améliorer, à s'adapter, afin de permettre une continuité des procédures et surtout de fournir des solutions pour cette sortie de crise face à un système judiciaire qui malheureusement pour le moment est en panne et qui forcément va être inondé par des actions judiciaires à la reprise. Et ce que je veux rappeler aussi en matière d'arbitrage commercial international, c'est que on est dans un domaine où on est rodé un petit peu à tout ce qui est informatique, à tout ce qui est digitalisation et électronique. Tout le volet secrétariat au niveau des institutions internationales, je ne ferai pas de publicité d'aucune ici, ça se fait de façon électronique, que ce soit en matière de dépôt des demandes, de nomination ou de récusation des arbitres, dépôt des répliques, paiement des frais. Toutes ces notions-là se passaient déjà de façon virtuelle. Il n'y avait que le point culminant qui concernait les audiences personnelles, qui sont importantes en matière d'arbitrage international, puisque les témoins et les experts jouent un rôle important. Et c'est là aussi des avantages qui permettent un petit peu de prêcher en faveur de l'arbitrage, c'est que généralement dans un procès commercial normal, c'est une procédure écrite dans laquelle on a très rarement, voire jamais recours un petit peu au témoignage ou au témoignage des parties au cours de la procédure. Donc il y a cette volonté internationale, en tout cas cette présence, cette volonté d'être dynamique, de trouver des solutions, de communiquer par rapport à ce point, et la plupart des centres d'arbitrage internationaux ont mis au point un service de communication afin de fournir des réponses, de rassurer et aussi d'être à l'écoute du marché en vue de trouver des solutions aux difficultés que peuvent rencontrer les parties. Donc, tout ce qu'on a dit maintenant, ça me semble, c'est des arguments logiques face à une situation de crise, d'avoir recours à des professionnels chevronnés qui, généralement, sont en mesure de rendre leur sentence arbitrale dans des délais raisonnables, qui offrent des garanties, notamment concernant la confidentialité, et qui, surtout, ont pu continuer à fournir des prestations de services pendant cette période de crise. Mais certainement, on se pose toujours la question, on dit, ben oui, l'arbitrage c'est beau, mais l'arbitrage c'est cher. Oui, je ne dirais pas le contraire, surtout quand on est en présence d'un arbitrage institutionnel, mais il faut savoir que vu les avantages que représentent les procédures d'arbitrage, surtout le fait que c'est des sentences qui ne sont pas susceptibles de recours, qui nous font l'économie d'un processus judiciaire dans lequel peut-être la décision rendue en première instance se fera l'objet d'un appel devant la cour d'appel et peut-être même un pourvoi en cassation. Et que, au lieu d'un délai, des délais généralement en matière d'arbitrage sont de 6 mois, 9 mois en la matière, on va avoir en face de nous des délais qui vont s'allonger avec beaucoup d'incertitudes, surtout quand on est en présence d'arbitrage international, quand on est en présence de dossiers extrêmement techniques, rappelons au passage que les arbitres peuvent être des anciens magistrats, sont généralement des professeurs de droit, sont aussi des avocats spécialisés, sont aussi et surtout des avocats spécialisés en droit des affaires, mais peuvent aussi s'agir d'experts. Donc, c'est des gens qui ont la connaissance, qui ont cette technicité, cette spécialisation qui permet de rendre des sentences arbitrales de qualité. Et face à une situation de crise qui nécessairement a eu un impact sur les finances des entreprises, je tiens quand même à préciser une notion qui un petit peu peut-être n'est pas connue de tout le monde, c'est que face à cette situation-là, et afin d'ouvrir la possibilité aux entreprises d'avoir recours à l'arbitrage et de pouvoir préserver leurs droits et de défendre leurs intérêts, il y a tout le mécanisme de financement
des frais d'arbitrage qui s'est développé à travers le monde. Ce mécanisme-là permet, via des assureurs, des banques, voire même des avocats dans certaines juridictions dont les obligations déontologiques le permettent, de financer ces frais d'arbitrage. Ce financement par un tiers à la procédure va consister en la prise en charge soit de la totalité ou d'une partie du coût de la procédure d'arbitrage, bien sûr en contrepartie d'une rémunération sur le pourcentage qui va généralement représenter un pourcentage sur les dommages et intérêts qui seront alloués ultérieurement. Avant, bien sûr, la conclusion de ces contrats de financement, bien sûr, ça donne lieu à une étude détaillée du cas pour vérifier est-ce que, vous me permettrez l'expression, est-ce que cette procédure d'arbitrage est bancable ou pas. Avant de conclure, et comme on parle du développement des modes alternatifs de règlement des différends, je ne voudrais pas ne pas mentionner la médiation. Malheureusement, on ne pourra pas y consacrer beaucoup de temps vu un petit peu le budget horaire qui est imparti, mais je tiens quand même à préciser que la médiation conventionnelle, c'est quelque chose, c'est un mode de règlement des différends qui a été introduit au Maroc par la loi 08-05, que c'est un processus extrêmement simple, extrêmement flexible, qui permet un petit peu à des parties qui se trouvent en situation de crise de débloquer cette situation-là en ayant recours à un médiateur facilitateur qui va permettre aux parties de négocier, de renégocier leurs relations contractuelles, qui va fluidifier la communication, qui va les aider à surmonter les situations de crise et possiblement trouver un renouveau à une relation commerciale qui était en difficulté. La procédure de médiation, c'est une procédure extrêmement simple, souple. Les délais, en droit marocain, on parle généralement d'un délai de 3 mois. Les coûts en la matière sont raisonnables, ce qui permet aux parties de donner une chance à une situation qui est compliquée, mais qui n'est pas encore conflictuelle à 100%. Vu la souplesse, la facilité et la flexibilité de la procédure de médiation, je tiens quand même à préciser que plusieurs centres de médiation, notamment ici au Maroc, et je pense au centre de médiation de la Chambre de commerce française, qui se sont adaptés rapidement en offrant des médiations virtuelles, encore une fois, en mettant en place les plateformes nécessaires pour pouvoir tenir ces sessions de médiation dans les meilleures conditions. Donc, c'est un moyen de règlement des différends à ne pas occulter et c'est un moyen de règlement des différends qui est extrêmement créatif, qui permet aux parties to think outside of the box et de trouver des solutions créatives à des situations qui semblaient être compliquées. D'ailleurs, mon dernier voyage, juste avant le confinement, c'était à Paris, à la CCI, pour la compétition internationale de médiation commerciale, au cours de laquelle on a pu observer la créativité des jeunes médiateurs et j'ai eu le plaisir de juger plusieurs équipes et c'est un processus, c'est un mode alternatif de règlement de différends à ne surtout pas négliger et que c'est un mode qui a été introduit par la loi 08-05, mais aussi qui a été consacré dans le nouveau projet en lui accordant beaucoup plus de place. On n'est pas encore arrivé au stade où il y a une médiation judiciaire obligatoire, on est dans le domaine de la médiation conventionnelle en matière commerciale. Et la conciliation, pour conclure, est-ce que vous pourriez faire un point sur la conciliation ? La conciliation, c'est effectivement l'un des modes de règlement des différends à travers les différents discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un mode que l'on veut encourager en droit marocain. Je vous dirais en toute honnêteté, la conciliation, c'est quelque chose qui est pratiqué tous les jours par les avocats afin d'essayer de trouver des solutions à des situations de crise. La conciliation, c'est un processus
qui fonctionne très très bien, surtout en matière de règlement de différentes matières du travail, de conflits au sein d'une entreprise entre l'employeur et l'employé. D'ailleurs, c'est l'un des processus qui sont prévus par le législateur marocain, notamment dans le code du travail. C'est un cas bien spécifique, c'est des dispositions légales bien particulières qui concernent un cas bien particulier, et du coup les statistiques permettent de vérifier que cette conciliation en matière du droit du travail, par exemple, a permis de désengorger les tribunaux, de permettre un petit peu aux parties à une relation de travail, employeur et salarié, de mettre un terme rapidement à une relation de travail de façon définitive et non susceptible de recours. C'est un mode de règlement des différends qui n'est pas légiféré, qui n'est pas institutionnalisé, mais qui, valeur d'aujourd'hui, est pratiqué par les professionnels dans le cadre de leurs négociations contractuelles afin d'essayer de trouver des solutions en vue de préserver les intérêts de leurs parties. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Donc, pour conclure, je voudrais préciser que cette situation de coronavirus et de confinement, peut-être ça a été une opportunité pour les différents acteurs pour un petit peu se poser, réfléchir à leurs relations contractuelles, faire le point sur ce qui se passe au sein d'une entreprise afin de trouver des solutions. Ces solutions, malheureusement, souvent, il n'a pas été possible de recourir aux tribunaux commerciaux vu la suspension des audiences, notamment en matière d'audience de fond, mais aussi en matière de référés. La plupart des référés sont reportés en l'état. Maintenant que l'on se pose la question du recours à l'arbitrage, dont les avantages ils sont certains, en bon professionnel, il faut se poser les bonnes questions. Parce que la question n'est pas tout simplement d'occulter, de rédiger à la va-vite une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage. D'ailleurs, quand on analyse les contrats, on trouve que la clause compromissoire, elle fait l'objet des dernières clauses dans un contrat, alors qu'elle revêt une importance extrêmement capitale. Parce que le choix d'un tribunal étatique ou d'un tribunal arbitral d'un droit donné a des conséquences extrêmement importantes sur l'exécution d'un contrat ou son inexécution. Le mode de résolution des conflits, le choix n'est pas toujours facile. Et il faut avoir recours à un professionnel au moment de la négociation. C'est un processus qui se fait en amont, notamment en matière de négociation de la clause compromissoire, et il faut faire preuve de perspicacité et aussi de technicité pour pouvoir assister au mieux son client et faire le bon choix. Le fait qu'une clause compromissoire ne soit pas intégrée dans un contrat d'entrée de jeu, c'est pas quelque chose de rédhibitoire puisque à n'importe quel moment, on peut conclure un compromis d'arbitrage pour décider de soumettre un différend ou un litige à l'arbitrage. Mais ce que je recommande, pardonnez-moi, mais s'il est possible d'occulter cette clause compromissoire ou ce compromis d'arbitrage et de laisser les règles du droit international privé s'appliquer, notamment les conflits de loi, ça peut des fois aboutir à des juridictions dont on ne maîtrise pas l'aléa juridique, dont on n'a pas les garanties nécessaires et suffisantes par rapport au déroulement d'un procès. Donc, il est extrêmement important au moment de la négociation de bien rédiger sa clause compromissoire, de bien prendre le temps de négocier la juridiction compétente, qu'elle soit une juridiction étatique ou une juridiction arbitrale, de déterminer la loi qui recevra application, de déterminer le lieu de l'arbitrage, de déterminer la langue, parce que toutes ces notions-là ont un impact extrêmement important au moment où il y aura un conflit, et ça aboutit à des appréciations d'ordre généralement monétaire, financier,
qui peuvent des fois inciter une partie à aller en arbitrage ou à ne pas le faire. Donc, dans ce qu'on appelle dans le jargon ce forum shopping, il faut prendre en considération, comme je vous l'ai indiqué, le coût de la procédure arbitrale, mais aussi les juridictions compétentes, les garanties qui sont offertes par ces juridictions-là, parce qu'il faut se dire que peut-être que je vais partir devant un État dont je ne connais pas la loi, dont je ne connais pas les garanties qui sont offertes par le système judiciaire, mais aussi et surtout, il faut se poser des questions par rapport à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de pas obtenir une sentence arbitrale qui coûte cher, mais l'idée, c'est de pouvoir exécuter cette sentence-là, d'obtenir les dommages et intérêts et de préserver ses droits. Aujourd'hui, un mouvement de digitalisation, de modernisation a été introduit à tous les niveaux, non seulement au niveau des juridictions étatiques, mais aussi au niveau des tribunaux arbitraux. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en matière de justice privée arbitrale, elle s'est adaptée avec beaucoup plus de facilité. Peut-être aussi c'est une question de moyens, de nombre, qui a fait que puisqu'on est dans un domaine de justice privée, il a été plus aisé aux parties d'introduire ces nouvelles technologies qui ont permis une flexibilité, une fluidité dans la négociation de ce virage du Covid-19. Et en tout cas, les praticiens du droit et notamment les praticiens de l'arbitrage ne chôment pas, n'ont pas chômé pendant cette période de confinement et certainement ne vont pas chômer après le confinement parce que peut-être sur le court terme, il n'y aura pas un boom immédiat compte tenu des problèmes de trésorerie, mais sur le moyen long terme, certainement cette crise-là va permettre au développement des modes alternatifs de règlement des différends, que ce soit la médiation, l'arbitrage ou tout autre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Roudan, pour cette intervention. Alors, je vous propose de revenir sur quelques questions qui ont été posées. Alors, comment, dans le contexte que nous vivons actuellement, conférer une force exécutoire aux décisions, aux sentences arbitrales, sachant que les tribunaux sont fermés? Ah, on a un petit problème de connexion. Madame Roudan? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pendant cette période juridienne, et on sait très bien centrale, il faut recourir aux juridictions étatiques, même si des fois certains ont tendance à dire qu'il s'agit d'une procédure en référé et que le référé continue à fonctionner. Malheureusement, pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, toutes les procédures sont en stand-by. En revanche, en matière de délai, cette question n'est pas préjudiciable puisque le décret-loi publié le 24 mars 2020, qui a décrété ce fameux état d'urgence sanitaire, et notamment dans son article 6, a décrété la suspension de tous les délais légaux et réglementaires. Donc, par conséquent, les délais en matière de demande d'exéquatur, d'introduction de demande d'exéquatur suite à la notification des sentences arbitrales ont été suspendus au même titre que les autres délais en la matière. Alors une autre question, l'encadrement de la sécurisation du déroulement des procédures d'arbitrage et des débats relève-t-elle du domaine de la loi ou de l'accord des parties? C'est le point que j'avais évoqué tout à l'heure. Si aujourd'hui la plupart des institutions arbitrales ont offert cette possibilité à leurs parties qui le souhaitent, bien sûr, de recourir aux audiences virtuelles, de tenir leur audience de façon électronique, il faut d'abord faire la vérification préalable, d'abord, surtout quand on est dans un domaine d'arbitrage international.
en vérifiant d'abord la législation interne. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est contraire à l'ordre public? Parce qu'une fois que l'ordonnance arbitrale sera rendue et que l'exéquatur sera demandée, il y a tout le processus d'annulation de la procédure de la sentence arbitrale qui peut être demandée du fait du non-respect d'une disposition d'ordre public. Donc, il y a cette vérification empirique à faire au niveau de la législation interne d'un pays donné, d'un pays co-contractant dans lequel une sentence arbitrale a vocation à s'appliquer, mais il y a aussi la vérification à faire par rapport, dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, au niveau du règlement d'arbitrage d'une institution donnée. La plupart des forums d'arbitrage en la matière, si leur règlement d'arbitrage ne prévoit pas cette possibilité, ils ne s'y opposent pas. Et d'ailleurs, le fameux communiqué commun auquel j'ai fait référence tout à l'heure donne la possibilité à ces forums-là de s'adapter de façon à trouver des solutions idoines qui permettraient cette sortie de crise. D'accord. Merci, Madame Roudan. Alors, je vais vous poser une autre question. On va revenir sur le projet de loi relatif à la médiation conventionnelle et à l'arbitrage. Prévoit-il la possibilité de soumettre à l'arbitrage des affaires d'ordre public? Effectivement, c'est l'une des nouveautés du nouveau projet de loi, c'est d'élargir les contours de l'arbitrage en permettant d'englober des affaires qui jusque-là ne relevaient pas du domaine de l'arbitrage. Bien sûr, il y a des spécificités qui concernent le domaine, tout ce qui relève du droit public. Généralement, surtout quand on est en matière de contrats internationaux, il s'agit d'arbitrage institutionnel. Le Maroc, rappelons-le, a adhéré aux conventions internationales en la matière et il y a le centre, le CIRDI, le ICSID, qui généralement est compétent en la matière. D'ailleurs, anecdote, la première affaire qui a été soumise au CIRDI, qui a vocation de connaître de tout ce qui concerne l'investissement ou partenariat public-privé, c'était une affaire marocaine. Donc, il n'y avait pas d'opposition par rapport à ce point-ci dans l'ancien texte, il n'y en a pas dans le nouveau, mais peut-être la question qui est posée, c'est concernant peut-être tout ce qui est arbitrage en matière taxes, tout ce qui concerne le droit fiscal. Peut-être c'est cette question-ci qui allait. Mais en tout cas, il n'y a pas d'objection par rapport à tout ce qui relève du droit public. D'accord, donc on peut faire arbitrage en matière de marché public. C'est une autre question. Exactement. D'accord. Oui. Alors, je vais reprendre une autre question. Quid du non-respect des règles déontologiques à l'occasion des procédures arbitrales? Ben, justement, c'est le point que j'avais. Déontologique, dans quel sens? Alors, c'est ça, il faudrait peut-être préciser la question. Donc, j'invite la personne à préciser la question. On peut en prendre une autre en attendant. Soit on prend une autre, soit sinon je peux extrapoler par Oui, rapport à alors ce on va point-ci. envisager les différentes hypothèses. Allez-y, oui. Alors, si on parle, quand je parlais des avantages de l'arbitrage et notamment des arbitres, je mentionnais le point de la spécialisation et de la technicité. Et je disais que généralement, les arbitres, c'est des professionnels triés sur le volet qui sont d'une grande compétence. Qui dit arbitre compétent dit aussi que les avocats, généralement, qui ont recours à l'arbitrage, c'est aussi des avocats qui ne font quasiment que de l'arbitrage. Surtout au niveau des cabinets internationaux et en droit international, on a des cabinets qui ne sont spécialisés qu'en arbitrage. Donc, c'est des gens extrêmement compétents, triés sur le volet, qui ne font que de l'arbitrage H24. Donc, par rapport à la maîtrise des règles de procédure, c'est pas des amateurs, c'est des gens qui connaissent les règles de procédure, les règlements d'arbitrage des différents forums et justement qui, au moment
de la négociation ou de la rédaction des clauses compromissoires ou des compromis font attention au piège qu'un profane ou qu'un amateur ne serait pas en mesure de détecter juste pour le plaisir de faire référence à une institution parce que c'est joli ou c'est sexy de mettre un arbitrage CCI ou arbitrage CIRDI sans prendre en considération les impacts que ça pourrait avoir d'un point de vue financier ou d'un point de vue d'exécution de décision par rapport à la suite. Et ça, c'est des éléments à prendre en considération. Donc, généralement, quand on s'entoure de bons professionnels, ces risques-là par rapport au respect de ces règles-là, c'est pas un risque qui est probable. Maintenant, si on parle de règles déontologiques et si on fait référence par rapport à la profession de l'avocat, il faut savoir que l'avocat, de par la législation régissant notre corps de métier, notre profession, c'est quelque chose qui est possible pour les avocats de recourir à l'arbitrage, d'intervenir en tant qu'arbitre dans une procédure arbitrale ou en tant que représentant de l'une des parties, que ce soit le defendant ou le claimant, le demandeur ou le défendeur dans une procédure arbitrale. Donc, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose aux règles déontologiques en la matière. Et contrairement, la personne qui fait un petit peu un sondage de la scène internationale des avocats qui interviennent dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou des arbitres, généralement arrivent en tête de liste les avocats, les professeurs universitaires, certains anciens magistrats et quelques experts. D'accord, merci Madame Roudane. Alors je vais prendre deux dernières questions parce qu'on arrive au terme du webinaire. Alors une question, si la décision de recours à l'arbitrage n'a pas été validée par un conseil d'administration, cela peut-il invalider le compromis d'arbitrage, le processus, la sentence? Alors là, on revient un petit peu aux règles générales du droit. C'est la question de l'opposabilité, de la relativité des conventions et de l'opposabilité. Ce qui se passe, la cuisine interne d'une entreprise, elle en fait son affaire. Si des organes de direction ou de gestion d'une société ont outrepassé leurs compétences en ayant recours à l'arbitrage, sachant que cela leur est interdit de par leur statut, de par la délégation de pouvoir ou je ne sais quel document corporate interne de la société, cela n'aurait pas pour vocation d'annuler ou de porter préjudice au bon déroulement de la procédure d'arbitrage parce que c'est un document qui est interne à la société. Il n'a pas vocation à s'opposer à l'autre partie qui a valablement contracté et qui a contracté de bonne foi. Je précise, qui a contracté de bonne foi. Donc, dans ce cas d'espèce, elle n'aurait pas vocation d'annuler cette procédure d'arbitrage. En revanche, il y aurait un recours qui est possible, mais en interne de la part des actionnaires ou des associés contre leur organe de gestion ou l'entité qui a outrepassé ses compétences. Très bien. Alors, je vais prendre une dernière question, si ça vous va, Madame Roudane. Avec plaisir. Quelles sont les règles pratiques et conditions préalables à observer ou plutôt à respecter pour la réussite de l'arbitrage ad hoc? Moi, je vous dirais, il y a bien sûr tout le corpus législatif à respecter en la matière. On ne l'a pas évoqué en détail aujourd'hui, vu que le temps ne le permet pas, mais il y a toutes les règles d'abord préalables concernant la rédaction de la clause compromissoire. Il faut s'assurer que cette clause, elle est valablement rédigée, que la désignation de l'arbitre est valablement faite, que le tout est fait conformément aux dispositions, là on parle d'arbitrage ad hoc national, que le tout est fait conformément aux dispositions du Code de procédure civile et qu'on respecte les dispositions des articles 306 et suivants. Procédure de respecter ce formalisme-là qui est édicté par le législateur. Ça d'un côté, ça c'est le point légal. Le conseil pratique que je donne
généralement, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une formation diplômante pour être arbitre, il n'y a pas une liste, mis à part celle qui est au niveau des juridictions ou certains centres d'arbitrage, qui interdirait à quelqu'un de s'autoproclamer arbitre. Donc, le conseil que je donne en la matière, c'est toujours d'avoir recours à des professionnels non seulement qui joueraient le rôle d'arbitre, que ce soit un arbitre unique ou un tribunal arbitral, ou les professionnels qui vont assister les parties dans le déroulement de ces procédures. Généralement, quand on est entre de bonnes mains, quand on a recours à des professionnels qui connaissent les règles de l'arbitrage, qui ont une expertise particulière dans un domaine déterminé, les choses se passent très, très bien. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Roudan, pour ces précisions apportées sur l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des conflits. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot avant que je conclue? Écoutez, je vois une petite là qui vient de tomber. Le coût de l'arbitrage a-t-il été revu à la baisse au regard de la crise du Covid-19 afin de désengorger les... Écoutez, quand on parle il y a une distinction à opérer entre l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc. Comme je l'avais précisé d'entrée de jeu, l'arbitrage ad hoc, généralement, il coûte moins cher que l'arbitrage institutionnel. L'arbitrage institutionnel, le coût d'une procédure arbitrage, c'est pas un secret. Les parties, d'ailleurs, quand on veut choisir une institution arbitrale, le premier réflexe qu'on fait, c'est d'abord analyser le règlement d'arbitrage de cette institution et vérifier généralement l'annexe qui fait référence aux frais de la procédure d'arbitrage. Les frais de la procédure d'arbitrage, non seulement en matière de coûts de secrétariat, mais aussi en honoraires des arbitres. À ma connaissance aujourd'hui, aucune des institutions internationales en matière d'arbitrage n'a communiqué officiellement sur une réduction des coûts. En revanche, là, je reviens à l'arbitrage ad hoc. Là, le principe en la matière, c'est la liberté, puisqu'il n'y a pas de barème qui est fixé d'entrée de jeu. Donc là, c'est le jeu, je ne dirais pas de la négociation, mais en tout cas, il y a liberté en la matière. Et j'imagine que cette pandémie, elle aura un impact financier sur ce domaine-là, comme elle l'a eu sur tous les domaines de l'économie marocaine ou mondiale. Écoutez, pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, je vais les compiler, je vous les enverrai, Madame Roudan, et puis vous pourrez y répondre et nous publierons sur Lexis Maroc et sur notre site dédié à la crise du Covid-19. Donc, c'est 19lexismena.com. Et donc, merci Madame Roudan pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité, pour m'avoir fait confiance une deuxième fois pour animer un webinaire au sujet d'un thème qui me tient à cœur et qui probablement permettra aux gens d'y voir un petit peu plus clair en cette période de crise et surtout de sortie de crise. Je remercie LexisNexis, je remercie aussi son partenaire marocain Icon Conseil et aussi le Cercle marocain des directions juridiques. Et je me remercie aussi et surtout tous les participants qui nous ont écoutés cette matinée, qui ont participé avec nous activement en posant des questions. Merci beaucoup. Oui, merci à tous pour vos questions, pour votre participation. Merci Madame Roudan. Donc un enregistrement est disponible d'ores et déjà sur le site de Connexion si vous souhaitez écouter en podcast l'intervention de Madame Roudan sur l'arbitrage. Je vous donne de mon côté rendez-vous dès mercredi prochain, le 13 mai, sur ce même site avec Monsieur Lassane Haddad, ancien ministre du Tourisme, et Mohamed Oulkouir, avocat, qui évoqueront l'impact de la crise du Covid-19 sur le tourisme au Maroc. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir.